1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Avant-dernier épisode de notre season review, peut-être le plus attendu, et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, vous le savez, je vous souhaite un bon épisode. Direction Suzuka au Japon pour l'un des grands prix les plus polémiques de l'histoire de la Formule 1. Pour la troisième année consécutivement, le Grand Prix du Japon peut être lieu de sacre. Après une finale de 88 jouée selon les règles, Senna remontant et prenant la tête de la course après un mauvais départ et remportant son premier titre de champion du monde, 89 a été très polémique. L'accrochage Senna-Prost en fin de course avec la disqualification du Brésilien pour avoir reçu une aide extérieure pour repartir. Ainsi, le titre est tombé entre les mains de Prost. Après une saison de bras de fer entre Ferrari et McLaren, entre Senna et Prost, le dénouement peut avoir lieu ici. Prost n'a pas le choix et doit marquer plus de points que son rival pour que le suspense dure jusqu'à Adélaïde, dernière manche de la saison. Si Senna marque un point de plus, le championnat est pour lui. En revanche, et personne n'ose y penser sérieusement, si les deux pilotes sont KO hors course, le titre revient aux Brésiliens. Car selon la règle des 11 courses comptabilisées, une victoire de Prost à Adélaïde entraînerait la non-comptabilisation de sa 5e place au Canada. Donc plus 9, mais moins 2. Mais à l'approche de ce Grand Prix et de ce possible dénouement, Senna est tourmenté. Il a beaucoup souffert des accusations qui lui ont été portées suite à l'incident de 89. De plus, après l'accident de Donnelly en qualification, le poliste fait part de ses inquiétudes sur la sécurité. Mais en arrivant au Japon, Ayrton est muet. Non seulement il est concentré pour remporter son deuxième sacre, mais après 89, il est revanchard envers Prost et Balestre. D'ailleurs, le président de la fédération n'est pas à Suzuka, Jean-Marie est resté à Paris. Du côté d'Alain Prost, le français est plus serein. Conscient de sa situation désavantageuse au championnat, il n'a pas grand chose à perdre. Le français a peut-être perdu son championnat plus tôt dans la saison lors du conflit qu'il a eu avec Ferrari sur la mauvaise gestion, selon lui, de Fiorio, le team principal. Côté constructeur, si Ferrari ne reprend pas plus de 2 points à McLaren, l'écurie de Ron Dennis sera champion du monde une 3e année consécutive. Suzuka est arrivé en 87 au calendrier, faisant revenir le Grand Prix du Japon au programme. Il s'agit d'un des circuits les plus techniques au monde, avec ses nombreux enchaînements difficiles. Certains virages sont déjà entrés dans la légende, comme Degner, Spoon ou le 130R. C'est clairement un circuit de pilote. Ici, les Ferrari devraient avoir un léger avantage, mais Senna aime beaucoup cette piste. De plus, Magic est très populaire au Japon et avec les moteurs Honda, c'est incontestablement le favori. Après Donnelly, un autre pilote manque à l'appel à Suzuka. Le 2 octobre, Alessandro Nannini loue un hélicoptère pour rendre visite à sa sœur et à sa mère en Toscane. Le voyage se passe bien, mais au moment d'atterrir, l'hélicoptère se cabre et s'écrase au sol. C'est la panique et la famille appelle vite les secours. Heureusement, le pilote et les passagers sont indemnes. Tous, sauf Nannini. Alessandro est coincé dans l'appareil avec un bras sectionné par une pale. Il perd beaucoup de sang et les manœuvres de désincarcération prennent du temps. Transporté en urgence à l'hôpital de Sienne puis à celui de Florence, le pilote italien risque l'amputation. Mais le professeur Carlo Buffalini lui réalise une greffe dont l'opération dure 10 heures. Il faut reconstituer le bras. Et malheureusement, il y a des complications, mais le lendemain, le sang circule de nouveau. Le bras de Nannini est sauvé, mais sa carrière en Formule 1 est terminée. Arrivé en 1986 avec Minardi, le Siennois a rejoint Benetton pour la saison 88. Vainqueur du Grand Prix du Japon 89 sur tapis vert, Alessandro était un grand espoir italien. Peut-être le pilote transalpin le plus prometteur depuis Alberto Ascari. Sa saison 1990 l'a vu grandir et mûrir, se rapprochant puis malmenant son expérimenté équipier Nelson Piquet. Dans l'agitation du marché des transferts, il s'est vu proposer un volant pour Ferrari et il a refusé. Son plus gros point faible était sa mise au point, mais avec un bon entourage, il pouvait y arriver. Cet accident d'hélicoptère a mis fin à une carrière qui s'annonçait prometteuse. Après une longue convalescence, il retrouve l'usage de son bras.
Pas assez pour venir en Formule 1, mais suffisamment pour trouver un volant en tourisme durant l'âge d'or de cette discipline. Évoluant avec l'Alfa Romeo 155 en championnat d'Italie et en DTM, Sandro retrouve le chemin de la victoire. Lorsque Flavio Briatore achète Minardi, il obtient une séance de roulage au volant de la Benetton B196 en guise de remerciement. Il achève sa carrière en 98. Il est l'oncle de Matteo Nannini qu'on a vu évoluer récemment en F3. Il faut donc trouver un remplaçant pour Nannini pour les 2 dernières courses de la saison. Et le choix va être assez naturel. Flavio Briatore se tourne vers le pilote essayeur qu'il a signé durant l'été, Roberto Moreno. Après avoir passé l'année 88 en tant que pilote essayeur chez Ferrari, il a notamment développé les palettes au volant, Roberto a trouvé refuge chez Coloni. Pilote ô combien talentueux et fin metteur au point, mais malheureusement sans argent. En 1990, il a rejoint l'autre petite équipe au Rebrun et a vu ses dernières plier bagages après le Grand Prix d'Espagne. Le Carioca se retrouve donc libre. C'est une chance inouïe pour Pupo qui va passer dans une des meilleures voitures de la grille. Il va enfin pouvoir montrer son talent. Prévenu tardivement, il récupère sa combinaison Benetton dans la nuit avant de s'envoler pour Suzuka. Quant à Lotus, Martin Donnelly est remplacé par Johnny Herbert qui fait donc son retour. L'Anglais est un très bon pilote et saura prendre la mesure de la voiture dorée. De plus, Morbidelli prend la place de Paolo Barilla. Il ne reste plus que 2 Grands Prix pour terminer 1990 et durant toute l'année, l'avenir s'est dessiné. Et à Suzuka, on a d'autres réponses pour 91. Doublé par Ligier sur les moteurs Lamborghini puis Renault, Gérard Larousse ne trouve rien de mieux que les moteurs Ford Cosworth pour la saison prochaine. De plus, Larousse est inquiet pour les finances de son équipe. Les commanditaires ne sont pas en pleine forme et il faut trouver des solutions. Il discute alors avec Cyril de Rouvre pour une fusion entre Larousse et AGS pour 92. Combiner ces 2 équipes pourrait réunir un budget intéressant qui pourrait attirer quelques personnes et motoristes. Thierry Boutsen finit de convaincre Eric Comas pour que le Français le rejoigne chez les Bleus en 91. Le line-up de Guy Ligier est maintenant bouclé. Quant à Brabham, on annonce le retour de Martin Brundle. Le Britannique aura pour mission de développer le nouveau moteur Yamaha. Quant à David Brabham, il va devoir trouver un nouveau point de chute après une saison très décevante. Derek Warwick ne sera pas non plus conservé par Lotus et s'en va chez Jaguar en Sport 3,5 litres. Même chose pour Philippe Alliot qui rejoint Jean Todt dans le projet 905. Jackie Oliver, patron d'Arrows, annonce que son équipe sera renommée au nom d'un sponsor japonais, Footwork. Avec les moteurs V12 Porsche, il espère que son équipe retrouvera un petit peu de forme. D'ailleurs, Alex Caffi revient après sa blessure au Portugal. Jean Alesi est incertain pour ce Grand Prix. En effet, l'Avignonnais s'est accidenté le vendredi et souffre de violentes douleurs au cou le samedi. Son staff médical tente de le remettre d'aplomb pour le dimanche. De plus, avec le retrait d'Eurobrun et de Life, il n'y a plus de séance de préqualification. Sur un circuit qu'il affectionne tout particulièrement, Ayrton Senna réalise une très belle pole position alors que Ferrari était donné favori. Prost est cependant, même heureusement, deuxième devant Mansell et Berger. Les seconds couteaux doivent se tenir prêts. Boutsen et Piquet devant Jean Alesi qualifié 7ème le vendredi avant l'accident. Roberto Moreno se débrouille bien avec sa Benetton et prend le 9ème temps devant Aguri Suzuki, premier japonais sur la grille, qui plus est dans le top 10. Martini confirme son aisance sur les tracés sinueux. Capelli est 13ème devant Nakajima, légende du sport auto japonais. Herbert est 15ème avec sa Lotus. La première Ligier est 18ème avec l'Arini et on note une bien meilleure qualification de Morbidelli que Barilla durant toute la saison. Les 2 Brabham sont 22ème et 23ème. Alboreto et De Cesari sont les derniers qualifiés. Grouillard est éliminé pour un petit 10ème et regardera la course depuis les stands avec Tarquini, Dalmas et Gachot. Mais à l'image du Grand Prix du Portugal, il y a une polémique sur l'emplacement de la pole position. À Estoril, Senna soutenait qu'il fallait placer la pole position sur la partie propre de la piste, chose qui était rare à l'époque, et les instances avaient accepté avec notamment Roland Brunserad à la direction de course. Depuis 1987 et l'arrivée de Suzuka au calendrier de la Formule 1, la pole position est systématiquement placée à droite, sur la partie sale de la piste. Senna demande alors la même chose qu'à Estoril, qu'elle soit transférée sur la partie propre. Et il a formulé sa demande auprès de la FISA dès le mercredi, mais s'est heurté à un mur. Le samedi soir, Ayrton retente sa chance et de nouveau, Brunserad refuse en bloc. Senna comprend alors que cette surprenante inflexibilité vient de Jean-Marie Balestre qui a donné des ordres à ses sbires. Et ça l'énerve, ce week-end est déjà assez tendu. Avec sa 2ème place sur la grille, Prost pourrait avoir un gros avantage au départ. Il le sait, ça s'est produit l'an passé. Lors du briefing, les esprits s'échauffent. Le directeur de course et les officiels évoquent la chicane Casio, la fameuse chicane où il y a eu l'accrochage entre Senna et Prost en 89. Afin que plus personne ne prenne cet échappatoire, ils y installent des pneus. Et ça fait jaser. Oui, parce que là on demande aux pilotes que s'ils se ratent et qu'ils vont dans l'échappatoire, ils doivent faire demi-tour et donc se retrouver face à la piste.
En termes de sécurité, surtout après l'accident de Donnelly, en plus on aurait vraiment pensé à la sécurité, mais bon, c'est complètement con et dangereux comme idée. La FISA se noie dans le ridicule. C'est ce que dit Piquet et le Carioca demande à ce qu'un commissaire soit posté là pour contrôler la chicane. Le triple champion du monde reçoit l'aval de tous ses camarades ou presque. Et Braunsorad accepte d'étudier la question, ce qui énerve profondément Senna, qui se lève et se barre de la salle. Ron Dennis prend alors la parole pour son pilote concernant la pole position, et Braunsorad, sur un ton légèrement vindicatif, refuse catégoriquement. Pour Senna, plus de doute, la FISA fait tout pour favoriser Prost. Et pour le coup, le Français n'y peut rien et se retrouve dans une position délicate. Un journaliste demande alors à Senna comment il aborde la course, et le poliste lui répond « Je vais récupérer mon dû, tout simplement ». Il fait beau sur Suzuka le dimanche 21 octobre. La tension est très grande pour le titre et Senna n'a pas décoléré depuis le matin. Alési a tenté de reprendre le volant mais ne pouvait pas tenir. L'Avignonnais déclare donc forfait. Les supporters japonais sont plus que jamais présents pour assister à cette course qui va rentrer dans l'histoire. La quasi-totalité des pilotes partent en pneus tendres, sauf les Benetton en dur dans le but de ne pas s'arrêter. Les 25 pilotes se mettent en place sur la grille, Senna à l'intérieur, Prost à l'extérieur. Les feux rouges passent au vert et Prost prend un très bon envol sur la partie propre. Senna se blottit aussitôt dans l'aileron de la Ferrari et Alain le cherche dans ses rétros. Le Français laisse la porte ouverte, Senna s'y engouffre et les deux pilotes s'accrochent. Senna et Prost partent dans le bac à sable du premier virage et le championnat du monde 90 s'arrête là. Ce que personne n'osait envisager sérieusement s'est produit. Les deux hommes se sont accrochés. Senna descend immédiatement de sa McLaren et traverse la piste. Prost semble plus surpris par la situation. C'est la consternation. Berger a donc pris les commandes de la course devant Mansell. On retrouve derrière Piquet, Moreno, Boutsen, Patrese, Warwick, tandis que Suzuki attaque Martini à l'approche du 130R. C'est alors que dans l'entame du deuxième tour, dans le premier virage, Berger perd le contrôle de sa McLaren. Erreur étrange, mais l'Autrichien y a été tout seul. Il n'y a plus de McLaren en course et Mansell prend la tête. Les commissaires ont du boulot dans ce premier virage. Dans le même temps, Senna encore casqué et Prost regagne les stands, l'esprit tourmenté par un profond dégoût. En tête de la course, les deux Carioca sur Benetton menacent Mansell. 3 des 4 favoris pour la victoire hors course, il y a peut-être un coup à jouer pour Benetton. Attention malgré tout aux Williams derrière. Entre l'écurie de Frank et celle de Briatore, la 3e place du championnat constructeur est en jeu. Alors que la course bat son plein, chez McLaren, Ron Dennis et Ayrton Senna célèbrent le 2e titre mondial du Brésilien. La bataille pour la 6e place est âpre entre Warwick et Suzuki, mais le Japonais se défait avec courage de l'agressivité du Britannique. Aguri est galvanisé à domicile et peut encore inscrire des points pour la rousse. En tête de course, Mansell a trouvé son rythme de croisière et s'échappe. Piquet, plus à l'aise que Moreno, compte un peu d'avance sur son équipier qui navigue 3e d'une course qu'il ne devait pas disputer. L'histoire est folle. 14e tour, Andrade De Cesaris part à la faute au premier virage et s'enlise dans le bac. Puis au 19e tour, c'est Morbidelli qui fait la même manœuvre. 20e tour, Boutsen s'arrête au stand et ses mécaniciens font une erreur à l'arrière droit. Le Belge perd 13 secondes, il ressort 11e. En tête, la course est calme entre les leaders tous séparés. Boutsen revient vite sur la Tyrrell de Nakajima. Satoru ne va pas se laisser faire, mais Thierry le dépasse rapidement. Dans le même temps, les spectateurs observent avec attention l'arrêt de Suzuki. Tout se passe bien chez la rousse et on peut croire à de nouveaux points. L'arrêt se passe bien également pour Nakajima. Les Japonais sont en forme à domicile. Puis c'est au tour de Mansell de s'arrêter. Avec Nigel en tête et de McLaren au tapis, Ferrari peut encore espérer gagner le titre constructeur.
L'arrêt des rouges est excellent, moins de 6 secondes. Mais en repartant, Mansell est trop nerveux et casse un arbre de roue au passage du deuxième rapport. C'est bête, mais c'est bien réel. L'Anglais doit renoncer. Nigel frappe de colère son volant et s'arrête à la sortie des stands. Les deux McLaren et les deux Ferrari sont hors course. Avec cet abandon, McLaren décroche le titre constructeur. Benetton sont alors les favoris pour la victoire et Piquet mène devant son ami Moreno. Les deux pilotes se connaissent depuis très longtemps. Patrese est troisième devant Suzuki. Derrière, Nakajima retrouve Warwick et le double dans l'entame du 36e tour sous les cris du public. Puis c'est Patrese qui s'arrête au stand et Suzuki se retrouve troisième. Un japonais est virtuellement sur le podium. Ce Grand Prix est complètement fou. Les tours s'égrènent et les Williams ne remontent pas assez vite sur le japonais. Devant, Nelson Piquet boucle les derniers kilomètres et remporte le Grand Prix du Japon. Derrière, Roberto Moreno est sur un nuage et offre le premier doublé à Benetton, tandis qu'Aguri Suzuki devient le premier pilote japonais à monter sur un podium de Formule 1. De plus, Nakajima prend le point de la 6e place. C'est tout bonnement historique. Well, I'm very happy because it's more than 2 years that, more than 3 years that I win a race, and also more than that, I'm very happy because enjoying me, my old countrymate Roberto, that start motor race together to me, and I could enjoy the team and finish second behind me and make me and the team very happy. Roberto, a dream come true for you. 10 days ago, you didn't even have a car to drive here. You got the Benetton drive and you certainly made the most of it. Fabulous practice and a race performance that was absolutely impeccable. Well, everything has happened a bit too quick for me, really. Haven't had time to think about everything, but as you said, it just worked fantastic for me. I'm very, very pleased with everybody that gave trust to me and believed that I could probably do something coming here into Adelaide. I would like to dedicate this second place in this race to Alessandro Nannini, who I believe is getting better every day and has a spirit high, and I pray for him that God is with him and to make him better. En arrivant dans le parc fermé, Roberto Moreno est en larmes. Après des années de galère et d'injustice, le Carioca décroche la 2e place de Grand Prix de Formule 1. Le petit Brésilien dédie son podium à Alessandro Nannini. Chez Larousse, on fait la fête et on célèbre une grande première pour tout le monde. Super Aguri est très acclamé, mais curieusement, pas autant que Nakajima. Nelson Piquet a également le sourire. Cela faisait depuis le Grand Prix d'Italie 87 qu'il n'avait pas gagné. On le disait fini chez Lotus, Flavio Briatore a su le réveiller. Mais l'événement de la journée, c'est bien entendu l'accident du départ. Prost est évidemment très amer après cet accrochage et critique Senna pour son caractère et son esprit. De plus, le Français laisse entendre qu'il pouvait prendre une année sabbatique. La situation est quand même inversée par rapport à 89. Cela dit, Cesare Fiorio ne compte pas porter réclamation auprès de la FISA, mais le directeur de la Scuderia est écœuré. Depuis plusieurs courses, Berger faisait polémique pour son pilotage et ses manœuvres très agressives contre ses pilotes. Aujourd'hui, c'est Senna qui a joué de manœuvres limites. Si Ayrton reste dans un premier temps fataliste sur les causes de l'accident, il avouera un an plus tard l'avoir fait exprès, à bout après un nombre trop grand d'injustices. Que ce soit pour 89 ou pour les agissements reprochables de la FISA durant son week-end du Japon. Tout cela fait de ce dénouement l'un des plus polémiques de l'histoire. Si cet accrochage fait passer la rivalité Senna et Prost au cap supérieur, il en est de même pour la rivalité Ferrari-McLaren. Autant vous dire que l'ambiance est délétère le dimanche soir. Depuis Paris, Balestre y va de son commentaire. Silencieux depuis le début du week-end, JMB déclare que c'est un scandale et un beau gâchis, sans oublier évidemment de critiquer Senna. Président, vous êtes en ligne sur l'antenne de TF1, j'imagine que vous avez des tas de choses à dire sur ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix. Bon, la première chose que j'ai à dire, c'est que on ne pourra pas m'accuser d'avoir été présent pour influencer les commissaires pour faire gagner Prost.
contrairement à ce qui a été fait l'année dernière à Suzuka. Deuxièmement, hélas, mes pronostics faits il y a 2 jours sur le pire qui pouvait arriver se sont confirmés et nous avons assisté à un beau gâchis parce que je considère comme fin lamentable à un championnat du monde ce qui s'est passé sur la grille de départ. Je dirais qu'au plan de la sécurité, c'est extrêmement dangereux. Imaginez que cet incident se soit produit à Sainte-Dévote à Monaco, à 250 à l'heure. Au plan de la sécurité, c'est le 2e point, c'est extrêmement grave. Mais je laisse tous les téléspectateurs juges pour établir la responsabilité de l'un ou de l'autre pilote. Je voudrais tout de même apporter 2 informations. Depuis 2 jours, M. Senna répète qu'on n'a pas voulu changer la grille de départ pour avantager Prost, car M. Senna avait demandé, après les essais de samedi, que l'on modifie la grille de départ. Il n'est pas possible de modifier les grilles de départ la veille, quelques heures avant le départ d'un Grand Prix, car les pilotes, pendant 3 jours, ont pris l'habitude de la configuration d'un circuit. Et d'ailleurs, les officiels de course du Portugal ont été punis par le Conseil mondial pour avoir changé la grille de départ à la demande de M. Senna, car si on n'avait pas modifié la grille de départ à Estoril, M. Mansell n'aurait pas pu coincer Prost contre le mur, et ça a modifié peut-être l'allure du championnat. Ceci n'enlève rien au mérite de Senna, qui est un pilote rapide, mais je demande simplement à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs et à vous-même, à toute la presse, d'établir des statistiques sur les 2 dernières années, et l'on verra quels sont les pilotes qui ont eu le plus d'accrochage et qui ont eu le plus de talent en course. Pour ma part, je trouve très triste que devant 1 milliard de téléspectateurs, on donne un spectacle final d'un championnat du monde aussi triste que celui dont nous avons été témoins ce matin. Très critiqué, le Brésilien trouve malgré tout quelques défenseurs précieux comme Boutsen. Le Belge dit qu'à défaut de pouvoir compter sur une justice sportive impartiale, Senna l'a faite lui-même. Et encore aujourd'hui, ce dénouement fait débat. Au championnat, Senna et McLaren sont donc champions. Prost et Ferrari sont assurés de finir 2e. En revanche, Piquet peut toujours espérer prendre la 3e position en n'étant qu'à 5 points de Berger. Même chose pour Boutsen à 8 points de l'Autrichien. Côté constructeur, il reste à départager Benetton et Williams, même si avec ce doublé, l'écurie de Flavio s'est donné une belle option pour le podium. Il ne reste donc qu'une seule course pour cette saison 90. Bien que les 2 championnats soient décidés à Suzuka, Adelaide nous habitue à des courses complètement folles. Mais ça, c'est pour le prochain et dernier épisode. J'espère que ce Big One, l'épisode qui pourrait quasiment résumer 1990 à lui tout seul, vous a plu. Je vous invite à les soutenir avec le méga, je vous ai mis quelques liens qui le concernent en description, également quelques liens qui me concernent, soyez curieux. Quant à notre season review, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21 h en première sur YouTube, pour le dernier épisode de 1990, le bras de fer.